Alors, j'ai hésité pour le titre, je vous avoue, c'était Renan et la raison, ce qui est un petit peu plat, mais pour la raison, ça n'est pas trop grave. Mais à vrai dire, on pourrait hésiter entre l'éloge de la raison spontanée, philosophie du torpilleur, philosophie du taupier. Ce sont deux professions dont Renan disait qu'il les appréciait particulièrement. Il me semble qu'on peut déjà commencer en essayant de donner cinq phrases qui, à mon sens, peuvent déjà donner une petite idée de la manière dont il entend ce concept. Raison, raison, n'es-tu pas le Dieu que je cherche? Ma religion, c'est toujours le progrès de la raison, c'est-à-dire de la science. Que la science rigoureuse ne réponde pas à toutes les questions que lui pose notre légitime curiosité, cela est sûr, mais qu'y faire? Mieux vaut savoir peu de choses, mais les savoir effectivement, que de s'imaginer savoir beaucoup de choses et se repaître de chimères. Anatole France, la science ne se soucie ni de plaire ni de déplaire, elle est inhumaine. Et enfin, le moyen d'avoir raison dans l'avenir est à certaines heures de savoir se résigner à être démodé. Renan, on le sait, offre un tableau contrasté. Génie jésuitique, épicurien libidineux, voluptueux, le plus livresque de nos contemporains, certes, dira perfidement Brunetière, mais aussi d'un style ondoyant, fuyant, séducteur, abusant de l'équivoque et des décevantes finesses, avec cette manière d'écrire qui est proprement une manière de penser, d'un optimisme déconcertant, généralement de l'avis de celui qui parlait. Et peut-être était-ce de l'ironie, dit Brunetière, mais c'était autre chose aussi, et notamment un effet de son impuissance à rien affirmer. Donc, sceptique, dilettante, stoïcien aussi pour Romain Rolland, tantôt adoré, puis détesté. C'est aussi ce qui se passe avec Barrès, on le sait. Illusionniste admirable, dira Fonsgrive, chef des défroqués, finalement adoubé tout de même par la Troisième République de Combes puis de Clémenceau. Schizophrène, avons-nous même entendu hier. Bon. Alors, pour ses amis, en revanche, et je pense que parmi les plus fidèles, il y avait Marcellin Berthelot et Anatole France. Au contraire, Renan, c'est le modèle de la sincérité, de la droiture, de l'honnêteté, qui se faisait une obligation de dire tout ce qu'il croyait être la vérité, croyant fermement, en 1891 comme en 1848, que l'avenir appartenait à la science et à la raison. Renan, écrit Anatole France, était vertueux de la façon la plus rare, il l'était avec grâce. Il avait des vertus fortes et des vertus charmantes. Il était bienveillant et serviable. Il mettait tout son soin à ne désobliger personne. Il s'efforçait de se faire pardonner sa supériorité à force de simplicité, de déférence pour autrui, et en se donnant autant que possible les dehors d'un homme ordinaire. J'écris, disait Renan, pour proposer mes idées à ceux qui cherchent la vérité. Quant aux personnes qui ont besoin, dans l'intérêt de leur croyance, que je sois un ignorant, un esprit faux ou un homme de mauvaise foi, je n'ai pas la prétention de modifier leur avis. Si cette opinion est nécessaire au repos de quelques personnes pieuses, je me ferai un véritable scrupule de les désabuser. Il s'attendait du reste à ce que sa mort fût comptée dans les pires légendes pieuses, avec une grande abondance de détails horribles, comme l'Église a fait pour les derniers moments d'Arius et de Voltaire. « Mon Dieu, que je serai noir !» s'écriait-il avec un effroi plein de bonhomie. Il ne se trompait pas, rappelle Anatole France, lors du discours qu'il prononcera à l'inauguration de sa statue à Tréguier. Il me semble que ce sont les lettres à Marcellin Berthelot qui en disent le plus sur le personnage humain, et sans doute aussi celles que vous avez évoqué hier magnifiquement, mon cher collègue. Alors, lorsqu'on se penche sur ce que les philosophes de son temps ont pu dire de Renan, la situation, pour être souvent moins violente, n'en est pas moins meilleure.
Si on dit les choses un peu schématiquement, je dirais qu'il est traité avec condescendance dans le meilleur des cas. Un penseur à part, telle est la suprême injure, tout philosophe un peu sérieux le sait. Or, c'est ainsi que le présente Ribot, à côté du sérieux Taine, du sérieux Renouvier ou de Ravesson, en ajoutant « Nous ne pouvons pas associer à une école spéciale 3 penseurs qui ne doivent cependant pas être passés sous silence dans un exposé même modeste de la philosophie française, Vachereau, Renan et Cournot. » Alfred Fouillé s'exprimera en ces termes : « Le Lamennais de la seconde moitié du siècle est Renan, qui se borne à combiner les souvenirs poétiques de sa religieuse enfance avec un hégélianisme inconséquent et qui finit par réduire Dieu à la catégorie de l'idéal. Au fond, c'est un amuseur de génie, un penseur, mais ce n'est pas un philosophe. » Peut-on leur donner tort à ces philosophes de métier ? Renan vaut-il mieux que cette condescendance de leur part ? Eh bien, je crois, après avoir un petit peu hésité, je l'avoue, je crois que oui. En tout cas, c'est ce que je vais essayer de montrer. Et je voudrais le faire en essayant de cerner ce que peut bien vouloir dire chez lui ce culte qu'il dit voué à la raison. Mais évidemment, cela commence mal, car dans le même élan, vous le savez, où il évoque la raison comme s'il égrenait en quelque sorte un chapelet, c'est-à-dire comme s'il égrenait un chapelet plus qu'il ne pensait au sens de ce qu'il dit. La raison, nous dit-il, c'est-à-dire la science, c'est-à-dire la philosophie, c'est-à-dire la conscience, c'est-à-dire l'humanité, c'est-à-dire Dieu. Ah ! C'est par de tels raccourcis, on le sait, que la pensée s'égare, et Renan le sait bien, qui insiste tant d'ailleurs sur le culte du détail, de la recherche minutieuse et patiente, sur l'importance décisive pour le travail à venir de la philologie. Se pourrait-il donc qu'il n'appliqua pas aux concepts eux-mêmes la rigueur qu'ils préconisent et que tout philosophe, en tout cas, serait en droit d'attendre ? À la même époque, il est un autre original qui, de l'autre côté de l'Atlantique, en 1878, se met à fonder, moitié par ironie, moitié par défi, un Metaphysical Club, et qui dit exactement ceci: le sens d'un concept, c'est de Charles Peirce que je veux parler, c'est l'ensemble de ses effets pratiques concevables. Eh bien, il me semble que Renan, si sensible qu'il était à l'observation, à l'expérience, à l'expérimentation, aurait été d'accord avec la méthode. Alors, essayons de mettre quelque chose, si vous voulez bien, sous ces mots, je ne dis pas concept encore, et d'abord sous celui de raison. Et pour ce faire, je crois qu'il faut, si on est de bonne foi, suivre sa méthode et donc repartir, sinon de l'origine, de l'histoire. Donc, peut-être quelques mots d'histoire, si vous voulez bien, pour commencer. Où en est, à l'époque où nous parlons, la raison ? Elle va plutôt bien, comme le rappelle Théodule Ribot dans ce texte qu'il publie dans la revue Mind. Heureuse époque où les philosophes français n'hésitaient pas à écrire en anglais dans des revues britanniques. La philosophie commence en effet à sortir de sa gangue hégélienne, passer à la moulinette de l'éclectisme cousinien, dont plus personne, à l'exception peut-être de Vachereau, ne veut. Sans doute est-elle encore malmenée, sous l'influence du courant spiritualiste qui continue de régner du côté des maîtres de l'école normale sur laquelle, je dois dire, tire à boulet rouge aussi bien Renan que Ribot que Ravesson. Je vous renvoie au texte des 3 auteurs sur la situation. Et école normale, où justement le courant spiritualiste qui continue de régner du côté des maîtres, au premier rang desquels Ravesson et Lachelier, évidemment, a malgré tout aussi laissé place à un autre type de philosophie, dit Ribot à sa grande satisfaction, lui permettant de prendre son envol, une philosophie plus expérimentale, pour reprendre ces termes, et aussi moins chauvine, en ce qu'elle s'ouvre notamment au courant anglais de la psychologie, avec Taine, lecteur de Stuart Mill, ou, tout en restant dans le sillage allemand, avec Taine plus encore
Renouvier, mais en s'informant aussi sur les autres savoirs, y compris en psychophysiologie, les travaux qui se font en Allemagne avec Wundt ou Fechner. Donc ce n'est pas un hasard si Ribot fait donc ici une place aussi à Renan, qu'il place parmi les expérimentalistes ouverts. Si l'on en croit Fonsgrive, en tout cas, deux grands faits caractérisent l'intelligence française. C'est d'abord la foi en la science, ce que depuis on a nommé le scientisme, dont on évoquera bientôt la banqueroute, par l'espèce de domination intellectuelle exercée par Taine, précisément, selon Fonsgrive, et par Renan. Taine vient de publier L'Intelligence après l'histoire de la littérature anglaise. Il commence les origines de la France contemporaine. Renan continue les origines du christianisme et va aborder l'histoire du peuple d'Israël. C'est ensuite, deuxième trait, le réalisme, le naturalisme littéraire et l'espèce de suprématie reconnue au roman d'Émile Zola, qui groupe autour de lui Amédan, les Maupassant, les Huysmans, toute la jeunesse littéraire. Rien que ce portrait rien dans ce portrait de Fonsgrive, néanmoins, ne peut être pris de façon totalement anodine. Le portrait que Fonsgrive fait du type de rationalisme que défendent selon lui Renan, mais aussi Taine, revient ni plus ni moins, et il met évidemment Auguste Comte assez rapidement aussi dans le même sac, si j'ose dire, revient ni plus ni moins à manifester jusqu'où peut aller la tyrannie de la raison. Alors, c'est peut-être là, évidemment, qu'il s'agit de clarifier les choses et de comprendre comment on peut, déjà à cette époque, parler d'une tyrannie de la raison, tout en reconnaissant qu'en un sens, la raison, mon Dieu, si c'est simplement la tradition cartésienne, reprise ensuite par le kantisme et par la philosophie des Lumières, il n'y a rien de mieux, n'est-ce pas ? Mais évidemment, déjà, il y a des gens qui travaillent un petit peu à la science, dès 1870, et donc les figures qui incarnent cette modification un petit peu de l'esprit, ce sont, pour Fonsgrive, Taine et Renan, et c'est précisément à ce courant qu'il va, d'une certaine manière, associer déjà ce qui commence à être une critique féroce d'une forme de déraison de la raison provoquée par le scientisme. Alors peut-être pouvons-nous effectivement essayer de rappeler ici quelques définitions, dans un deuxième temps donc, de ce que traditionnellement on entend par raison et rationalisme. Je crois qu'il y a évidemment plusieurs manières d'être rationaliste, d'entendre le concept de raison, d'évaluer son rôle dans l'économie de la pensée et en la circonstance dans la manière dont il s'est développé aussi dans la philosophie française. Une chose est aussi de se présenter comme un rationaliste, ce que presque chacun s'empresse de faire, au demeurant, comme de se déclarer réaliste. Autre chose est d'en être vraiment un, tant ce que l'on entend souvent par rationalisme ressemble à s'y méprendre à de l'irrationalisme ou de l'idéalisme. Donc il faut être assez prudent. Un premier malentendu, et qui pointe justement déjà, vous voyez, à cette époque, consiste au fond à réduire le rationalisme à la caricature qu'on va de plus en plus en faire en France et en Europe, dans l'âge de l'éclipse, dit-on, ou du déclin de la raison, après la fameuse banqueroute de la science. Et c'est cette caricature qui s'appuie souvent, du reste, plus sur le concept hegelien que sur le concept modeste et moins triomphant de la Aufklärung, et qui s'interprète comme un savoir absolu et dogmatique, une raison qui sait et qui peut tout, de valeurs intrinsèquement liées aux idéaux de liberté, de révolution, d'une démocratie chèrement gagnée par l'accès public au savoir, souvent scientifique. Elle est désormais dénoncée comme le mythe positiviste de la supériorité de la méthode scientifique, rationnelle. Et la raison se trouve désormais de plus en plus assimilée à la froideur,
On trouve ces termes aussi chez Renan, du reste, par moment, chez Alfred de Vigny, bien entendu, c'est un terme qui revient très souvent, et qu'on va entendre de plus en plus comme une sorte de leitmotiv, froideur, répression des puissances du sentiment, de la création, de la vie, de l'existence, et pour finir par ce genre de raccourcis dont certains sont friands, vous le savez, conservatisme, totalitarisme, bolchevisme, goulag, etc. Bon, alors, bref, on est convaincu dans certains lieux que la raison, c'est d'abord le logos, l'illusion contenue dans l'universalisme censément désintéressé du savoir et de la raison, uniquement destiné à masquer des intérêts et des désirs de pouvoir. On est passé de l'équation raison égale savoir égale science égale scientisme ou positivisme. Pardon, on est passé à cette équation alors qu'auparavant nous avions l'équation raison, savoir, vérité, objectivité, liberté, progrès démocratique. Donc le savant ou le philosophe des Lumières est sommé de se taire, de rester dans son cabinet ou dans son labo. Le savoir théorique n'a plus de légitimité intrinsèque, il se trouve happé par le savoir pratique, par la politique et bientôt presque uniquement par la morale, la scène publique, puis foncièrement médiatique, étant désormais occupé par l'intellectuel littéraire, le philosophe écrivain, le journaliste, le blogueur, le tweeteur, dont l'objectif premier ne sera plus de justifier son opinion par des raisons, mais de séduire, de surtout afficher une curiosité tous azimuts, d'éviter de donner une impression de sérieux, qui pourrait sentir son universitaire informé ou cultivé. On sait que dans les années 30, Julien Benda avait été un des premiers à dénoncer les effets dévastateurs de la perte des idéaux de la raison, de cette trahison des clercs, qui avait, selon lui, sacrifié le culte des idées pures à l'engagement politique et délégué à l'intellectuel le rôle dévolu aux professeurs. Il martela incessamment son opposition à cette déviation, pensait-il, du concept de raison. En tout cas, évidemment, si on doit voir dans le rationalisme cette caricature d'une pensée affranchie de toute espèce d'émotion, d'une rationalité pure en tant que telle, d'une différence totale entre le rationnel et l'irrationnel, ou entre la science et l'idéologie, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a toute chance pour que ce soit des notions tellement fortes que plus personne, depuis longtemps, ne cherche à les défendre. En tout cas, certainement pas des auteurs comme Descartes ou Leibniz. Et donc, je crois qu'il faut veiller à comprendre que chez Renan, lorsqu'il parle de raison, pour des raisons dont je vais m'expliquer, c'est certainement pas au concept dirais-je, hegelien de la raison, en dépit des alliances, d'une certaine manière, qu'il a avec la philosophie hegelienne, mais c'est évidemment beaucoup plus avec le concept classique, c'est très souvent Malebranche, les moralistes, qu'il faut le rattacher. En tout cas, ce dont il est certain, c'est que s'il est le premier à considérer qu'il est vain de ne pas de chercher à organiser l'âme, il est aussi certain que son ambition est, comme il le dit à de nombreuses reprises, d'organiser l'esprit. Alors nous savons aussi qu'une autre incarnation classique de la raison dans la philosophie française, c'est l'incarnation cartésienne, qui s'illustre dans différentes philosophies de la subjectivité, de la conscience, et qui, elle, est souvent idéaliste, et même souvent spiritualiste. Le monde n'existe qu'en tant qu'il est l'objet, le produit d'une activité de l'esprit, intuition ou jugement. Eh bien, je dirais que ce qui est tout à fait caractéristique, justement, de la position de Renan, me semble-t-il, c'est qu'il va y avoir une oscillation, je ne pense pas que ce soit une contradiction pour ma part, une oscillation constante entre le premier modèle, beaucoup plus un modèle classique des Lumières, d'Aufklärer, de la raison, et un modèle cartésien que, naturellement, le troisième modèle que j'évoquais. Alors, si vous réfléchissez au
justement aux idées qui s'attachent à la raison ainsi entendue, dans le bon sens du terme, si j'ose dire, de notre belle tradition française cartésienne, et également issue des Lumières. Eh bien, évidemment, ce qui est prioritaire, c'est d'abord le fait de considérer que la raison a une valeur de clarté, certes, une valeur d'analyse, mais aussi une valeur éthique et une valeur d'émancipation. Donc, je crois que c'est très important de comprendre que Renan a eu cette passion de la clarté, de la sobriété, d'une certaine manière, du grand style. Je crois qu'il y a un grand style chez Renan, classique. L'absence de verbiage, il avait la grandiloquence, la rhétorique en horreur, l'approximation et le flou littéraire non plus. Il a en réalité un style extrêmement précis. Il manifeste aussi, en bon disciple de Malebranche, une grande, comment dirais-je, méfiance à l'égard de la curiosité, à l'égard de toutes ces idées qui pourraient, d'une certaine manière, manifester, comme on le disait au grand siècle, l'inquiétude de notre volonté. Donc il y a tout cet aspect-là, me semble-t-il, dans la manière dont le concept de raison classique se décline chez Renan. Le faux penseur, le littérateur, le sceptique mondain dont nous avons parlé hier, ce sont des choses qu'il a en horreur. Bon. Donc le bel esprit, le savantas, ce sont des choses qu'il a en horreur. Bref, il me semble que il n'aurait aucune complaisance, pas plus qu'il n'en avait, à l'égard de Dupanloup, comme nous l'avons vu hier, pour le bavardage, ou encore moins les foutaises, comme le dit aujourd'hui Harry Frankfurt, le Gespräch, qui a été tellement aussi moqué par des auteurs comme Musil ou Krauss. Alors évidemment, je dirais aussi que Renan, si on suit évidemment la lecture partiale de Fonsgrive, est évidemment rationaliste, peut-on penser, dans un mauvais sens, au sens où non seulement il serait l'adorateur de la science, après tout l'idéal des Lumières tout à fait légitime, mais où il concevrait cet idéal de la science d'une manière scientiste et positiviste. Alors je crois que sur ce point aussi, il convient d'être extrêmement prudent. Quelques mots rapidement sur le positivisme de Renan. On ne peut pas évidemment utiliser ce terme de façon légère à l'époque, étant donné que le positivisme est un mouvement qui s'affirme sous la férule d'Auguste Comte à l'époque. D'autre part, nombreux sont les chercheurs qui revendiquent leur appartenance même à l'Église positiviste. Littré sera l'un de ceux. Bon, alors, à bien des égards, naturellement, on trouve des points communs entre Renan et le positivisme lui-même. Bon. Un certain dédain pour les questions de métaphysique, évidemment l'idée que la science est première, l'idée aussi que, précisément, on doit pouvoir organiser l'esprit pour le progrès de l'humanité. Toutes ces choses-là, nous les trouvons évidemment dans la pensée de Renan. Mais simultanément, on trouve aussi des remarques, c'est un point qui a été très bien établi par Annie Petit en particulier, on trouve aussi toute une série d'abord de remarques extrêmement dures sur le côté vulgaire, matérialiste, philistin, utilitaire du positivisme, et en particulier d'Auguste Comte. Là où, justement, à l'inverse, Renan prône le caractère élevé de Littré, qu'il défendra incidemment au moment de la réception de Pasteur à l'Académie française, n'hésitant pas, pour quelqu'un qui théoriquement devrait vouer un culte aux scientifiques,
de rappeler à l'ordre Pasteur en lui disant qu'il ferait peut-être bien de se mêler, s'agissant d'autres personnes qui ne sont pas des savants, de ses propres affaires, qu'il y a peut-être certaines choses qu'il ne maîtrise pas bien. Bon, cette lettre est vraiment, cette réception de Pasteur à l'Académie française est un modèle. Donc il y a une attitude en réalité assez, comment dirais-je, assez éloignée du positivisme lui-même, aussi bien dans son esprit que dans ses principaux défenseurs. Vous regardez aussi, je ne peux pas détailler tout cela, vous regardez aussi ce qu'il en est de la manière dont il conçoit l'évolution de l'humanité, c'est extrêmement différent, dont il conçoit aussi la classification des sciences, puisque pour lui, la science, c'est l'histoire qui doit arriver en premier. C'est évidemment pas quelque chose qui rentrerait dans le système classificatoire conscient. Bon. Donc, en vérité, si on veut déclarer Renan positiviste, on va avoir beaucoup de mal. Et je disais justement tout à l'heure à notre administrateur qui disait qu'il voyait mal hier comment Renan aurait pu concevoir la réalité des photons. J'ai trouvé précisément un texte que je n'ai pas apporté, où Renan explique que, mais si, on doit envisager la possibilité dans la matière, justement, éventuellement, de choses qu'on n'observe pas. À tel point qu'il effraie Berthelot. Vous vous souvenez, dans cette superbe lettre, Berthelot lui dit « Attention, ne mélangeons pas science positive et science idéale ». Donc, des deux, le positiviste, c'est Berthelot, ce n'est pas Renan. Précisément parce que Renan considère que la science, c'est la philosophie. Et donc la philosophie, c'est l'idéal. Et c'est là qu'on voit les glissements, évidemment, dans le chapelet qui s'égrène, de notions qui sont, en effet, conceptuellement peut-être un petit peu fragiles, mais qui en disent long sur la manière dont Renan pense. N'est-ce pas ? Bon. Alors, je crois aussi que ce qui est très très important, c'est de voir donc aussi là, le culte du détail, alors que Comte a le goût des généralités, etc. Alors, donc, il est positiviste, oui, au sens où il conçoit qu'il y a un certain nombre de combats communs à mener contre la superstition, contre les chimères, etc., au nom de la science. Mais quand vous allez dans les détails, en réalité, vous voyez que les choses se complexifient singulièrement. Est-il scientiste ? Ah ! Alors, il me semble que, là encore, il faut prendre les choses, essayons de comprendre ce qu'il met sous concept de science. Et comment nous pouvons identifier ce qu'est un scientiste. Il me semble qu'il y a plusieurs caractéristiques qui nous permettent d'identifier ce qu'est un scientiste. Il va utiliser les mots science, scientifique, scientifiquement comme des termes génériques de louange épistémique. Il va adopter les manières, les pièges de la terminologie technique des sciences sans tenir aucun compte de leur utilité réelle. Il va se préoccuper de démarcation, de tracer une ligne stricte entre science authentique, la vraie chose, et les imposteurs pseudo-scientifiques. Il va corrélativement se préoccuper d'identifier la méthode scientifique censée expliquer les succès des sciences. Il va aussi chercher dans les sciences des réponses à des questions qui ne sont pas de leur ressort. Enfin, il va nier ou dénigrer la légitimité ou la valeur d'autres sortes de recherches en dehors de la recherche scientifique, ou la valeur d'activités humaines autres que la recherche, telles que la poésie ou l'art. Est-ce que Renan peut être scientiste en ce sens ? Certainement pas. Il est extrêmement préoccupé, bien entendu, des sciences de la nature, mais il considère aussi que ce sont les sciences de l'humain qui, d'une certaine manière, doivent avoir la priorité. Il est extrêmement peu soucieux, à l'inverse, justement, des classificateurs systématiques, à la Comte, de procéder à des lignes de partage extrêmement strictes. Que dire de son goût de la poésie, de l'art ? Donc il laisse toute sa place à d'autres domaines du savoir. Et pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que science, chez lui, ne s'identifie jamais à un corps de doctrine. C'est l'esprit de la recherche.
C'est le sens de la recherche. Donc, si on veut comprendre ce mot science, il ne faut pas y chercher un concept, en tout cas, tel que nous aurions tendance aujourd'hui à le caractériser, à le définir en termes de justiciable de telle ou telle méthode, déductive nomologique ou pas, selon que c'est une science formelle, etc. Non, c'est l'esprit de la science. Et au fond, en ceci, il est extrêmement proche de toute une série de philosophes en France, comme aux États-Unis, comme en Angleterre, comme en Allemagne, qui ont une vision, finalement, là encore, très Aufklärung, dirais-je, n'est-ce pas, de l'idéal de la science comme étant ce qui, par la recherche, permet de faire avancer, n'est-ce pas, l'humanité. Bon, mais c'est beaucoup plus dans une perspective dynamique que dans le sens d'une scientiste ou positiviste du concept qu'il faut entendre ça. Et c'est ça, évidemment, qui lui permet d'identifier, vous voyez, par des raccourcis qu'on peut juger ennuyeux, philosophie et science et conscience et humanité, voire Dieu. Bon. Alors, là-dessus, je crois qu'il importe donc de préciser cette dimension idéale qui est très, très importante dans son approche de la raison, cette dimension, je n'ai pas dit encore idéaliste, mais je vais y venir. Idéal, en quel sens? Et c'est là qu'évidemment, il faut que nous approchions un petit peu plus les frères spirituels, si j'ose dire, de Renan. À mon avis, il y en a au moins 3, peut-être 4. Oui, sûrement 4. Premièrement, il y a Kant, naturellement. Mais au fond, en cela, il est aussi tout à fait dans l'époque. Kant, c'est aussi celui qui va inspirer le néocriticisme de Renouvier, n'est-ce pas? C'est aussi, évidemment, celui qui met l'accent sur la priorité de l'éthique. Donc, toute la conception morale de Renan va se décliner à partir de cette priorité de la raison pratique, y compris dans le domaine politique. C'est la morale qui va guider, n'est-ce pas, les intérêts politiques, la réflexion politique. C'est la morale qui est première. Il me semble que ça, c'est fondamental. Le deuxième aspect kantien de sa pensée, c'est évidemment dans la reconnaissance absolue des limites de la connaissance. Et donc, justement, du poids que l'on doit accorder à tout ce qui peut relever de ce qui n'est pas strictement de l'ordre du connaissable. Bon. Et c'est quelque chose qui est inscrit, évidemment, il n'y a rien de schizophrénique là-dedans, c'est au contraire le prolongement tout à fait naturel, n'est-ce pas, d'une certaine réflexion kantienne. Deuxièmement, il y a aussi, évidemment, et je dis, une forme d'idéalisme hegelien, on en a parlé hier. Mais comme on a pu le dire, c'est un Hegel décapité. Précisément parce que Kant reproche à Hegel ce que lui reprocheront un certain nombre de philosophes du reste à l'époque, d'avoir oublié un petit peu l'expérience et la réalité et d'avoir justement eu tendance à peut-être trop guider, ce que Vachereau n'a pas bien vu, dit Renan, de trop essayer de guider la raison du côté de la chouette de Minerve, n'est-ce pas? Bon, et de cette raison absolutiste dont on nous a tellement, n'est-ce pas, stigmatiser les effets pervers, bien, dont j'ai parlé tout à l'heure. Le troisième élément absolu, me semble-t-il, qu'il faut repérer dans cette notion d'idéal chez Renan, c'est, je crois, tout simplement aussi une conception, cette fois beaucoup plus proche du concept rationaliste que l'on peut trouver chez ces romantiqueurs, en fait, déjà, mais que sont Herder et Humboldt. On voit très bien dans la manière dont il construit l'origine du langage que la référence allemande n'est pas tant Hegel que Herder. Bon. À certains moments, elle est aussi Schelling, et là encore, c'est un point qu'il partage avec beaucoup de courants à l'époque. Je pense aux transcendantalistes aux États-Unis, je pense justement aux aspects schellingiens d'un Peirce dans sa métaphysique scientifique, et je pense aussi évidemment en France à notre Schelling français qui est Ravesson. Donc c'est aussi quelque chose, vous voyez, qui est, me semble-t-il, dans l'esprit du temps et qu'on va retrouver chez lui. Et enfin, il y a une quatrième acception, me semble-t-il, et à certains égards, je me demande si elle n'est pas la plus importante, c'est l'idéal au sens platonicien.
Fouillet raconte, je ne sais plus je retrouverai la référence, il raconte qu'il s'est trouvé à un moment avec Berthelot et Renan à discuter de ce que ça pouvait bien être que l'idéal. Et au fond, il me dit, bon, ils ont fini par s'entendre sur le fait que ça devait être quand même pas très loin de l'idéal mathématique et du platonisme. Alors si c'est ça, dit Fouillet, ça me va. Bon, alors, bon, et évidemment, n'oubliez pas que Renan, il a commencé à s'intéresser à deux choses, au latin et aux mathématiques. Je pense que Renan, c'est un géomètre, c'est un mathématicien, ça n'est jamais un logicien, ça n'est pas un psychologue. C'est pour ça que ce n'est pas, évidemment, vous ne trouverez pas chez Renan du Ribot, vous ne trouverez pas un traité de l'intelligence, vous ne trouverez pas un intérêt sur les questions psychologiques parce qu'il ne voit pas les choses de cette manière-là. Vous voyez, c'est pas la psychologie ne peut pas s'entendre en ce sens. Si la psychologie a une importance, c'est au sens kantien, grosso modo, d'analyse logique des produits de la pensée, comme on peut dire, mais ça n'est pas au sens expérimental, évidemment, de la psychologie. Et il n'est pas logicien, il reste géomètre. Et quand vous regardez même les formules de la prière sur l'Acropole, c'est à cet idéal-là, mathématicien géométrique, qu'il pense, n'est-ce pas ? Bon, qui est évidemment aussi l'idéal grec. Donc je pense que ça, ce sont des aspects extrêmement intéressants qui permettent de voir en quoi, si on veut rendre compte de ce que c'est que la raison chez Renan, il faut de toute manière l'inscrire dans une perspective idéaliste, mais un idéalisme dont il faut évidemment aussi nuancer les différentes aspérités. Bien. Alors, est-ce qu'il me reste un petit peu de temps ? Très bien. Bon. Alors, je dirais que j'ai essayé de faire de mon mieux pour défendre Renan. J'ai cru que c'était de mon devoir de le faire. Je ne vais pas dire qu'il n'y a pas certaines faiblesses qu'une philosophe rationaliste, ce qui serait pour Renan certainement un oxymore, ne peut manquer tout de même d'indiquer. Parmi ces faiblesses, évidemment, on en a déjà indiqué certaines, mais je dirais que ce qui ne me gêne pas, c'est justement qu'il n'y ait pas de concept, d'une certaine façon, ou qu'il y ait des concepts dans lesquels on est obligé de donner un certain nombre de... Mais de toute évidence, il ne procède pas par concept. Alors, ça peut être quelque chose qu'un philosophe lui reproche, c'est quelque chose que, évidemment, on peut aussi accepter de considérer que la pensée s'exerce sous d'autres modalités que la pensée conceptuelle. Encore que, je terminerai tout de même tout à l'heure par là, si vous me permettez, il y a un petit problème de ce côté-là. Alors, je crois qu'on a invoqué le problème de la condescendance de Renan à l'égard du peuple. Moi, je n'arrive pas à prendre ça au sérieux. Je crois qu'il y a beaucoup de sentimentalisme conservateur chez Renan, ça ne fait aucun doute. Mais je crois qu'il est aussi extrêmement important de montrer, et tous ces textes dans Qu'est-ce que la nation, tous ces propos sur la race, n'est-ce pas ? N'oubliez, il me semble que l'idée foncière, c'est encore l'idée des Lumières, c'est l'éducation qui nous sauve. C'est l'éducation. Alors là, ce qui m'ennuie un peu, c'est plus l'éducation que l'instruction. Donc c'est pas trop une philosophie des professeurs, c'est plutôt un philosophe pour le CNRS, qui est Renan. Et là, je ne suis pas sûre que je partagerai totalement sa vision des choses. Bien. Donc, bon, mais c'est quand même ça, l'idée. C'est l'éducation qui nous sauve. Et on peut comprendre, évidemment, que le petit père Combes l'ait récupéré. Bien entendu, c'est ça qui compte. Donc, alors, dans les faiblesses, bon, j'ai l'impression, mais Alain de Libéran en parlera mieux de moi, que quand même, ce qu'il dit de la scolastique est un peu approximatif, ce qui m'intrigue du reste, parce que quand je pense qu'à la même époque, précisément, quelqu'un comme Peirce va se balader à Venise, à Leipzig, récupère des incunables, se rend compte exactement au même moment de l'importance extraordinaire de la logique et de la sémantique dans les textes du Moyen-Âge, tout en faisant de la philologie, Renan ne voit rien. Je crois qu'il ne voit rien parce que justement la logique ne l'intéresse pas. Bon, enfin, c'est mon hypothèse. Bien. Bon, mais évidemment, pour un rationaliste qui pense que la logique, malgré tout, peut avoir quelque importance dans le bon exercice de la raison, c'est un peu gênant. Bien. Alors, je dirais aussi qu'il me semble que tout ce qu'on a dit hier sur son supposé intégrisme, bon,
certains moments, ou schizophrénie. Je crois qu'il me semble qu'il faut singulièrement nuancer aussi l'appréciation négative. Je crois que ce qui fait la force, me semble-t-il, de Renan, c'est que, au fond, là, je crois qu'il y a vraiment des idées auxquelles je tiens, et ce n'est pas du tout, à mon sens, un sceptique pyrrhonien. C'est quelqu'un qui, comme William James le dira, verra dans le scepticisme, justement, quelque chose de dévastateur pour le courage, pour la moralité. Donc, je crois, en effet, que c'est un individu qui fut extrêmement courageux. Et pour ma part, je vois à quel point on le présente comme un épicurien voluptueux, il me semble qu'il a des aspects beaucoup plus stoïciens qu'épicuriens. Dans la manière dont il considère qu'il vaut mieux rire que sombrer dans le pessimisme de Schopenhauer. Il vaut mieux être bonhomme, optimiste, faire chaque jour ce qu'on a sur les bras, bien que la situation, il est d'une lucidité quand même souvent épouvantable, n'est-ce pas, soit très souvent dans son esprit désespéré. Bon. Il y a une manière là, me semble-t-il, tout à fait forte d'asseoir la position éthique de la raison. Alors on dira, mais il a passé son temps à se contredire. Il me semble qu'une chose est d'accepter des contraires, une autre chose est de refuser absolument, évidemment, le contradictoire. Souvenez-vous de la belle préface au traité sur le vide de Pascal, où Pascal dit qu'on peut peut-être, où il essaie de sauver, n'est-ce pas, les anciens par les modernes, en disant eh bien, oui, c'est ainsi que, sans les contredire, nous pouvons assurer le contraire de ce qu'ils disaient, n'est-ce pas ? Et la question qu'on peut se poser quand il fait des approximations, Renan, sur la race, sur les choses qui nous donnent des boutons, c'est avait-il à ce moment-là les moyens sur le plan du savoir à sa disposition tels qu'il aurait pu dire vraiment le contraire et qu'il ne l'ait pas fait. Je ne suis pas en mesure de dire, mais il me semble que c'est la seule question, plutôt que des jugements rétrospectifs, c'est la seule question que épistémologiquement et éthiquement nous devons nous poser. N'est-ce pas ? Bon, relisons ce beau texte sur le progrès, n'est-ce pas, de Pascal. Alors je crois aussi qu'il y a une deuxième chose qui me semble très importante dans ce qu'il a apporté, qu'on n'a peut-être pas souvent mise en évidence et qui me paraît singulièrement importante aujourd'hui, c'est qu'il a eu, je crois, parfaitement conscience de l'importance de la part de l'irrationalisme au sein même, d'une certaine façon, de la raison. Je veux dire par là qu'il a été attentif au fait, non seulement qu'il y avait des limites à la connaissance, mais qu'il était extrêmement difficile de ne pas être dupé. Et au fond, toute cette analyse magnifique sur les illusions, les chimères, les mécanismes de la duperie me paraissent être extrêmement intéressants dans la mesure où il montre à quel point la croyance peut être forte, n'est pas simplement un état mental, mais une disposition à l'action. Et que pour vaincre la croyance, quand elle atteint le fanatisme, il ne suffit pas de dire « il nous faut de l'esprit critique ». Il faut trouver les moyens de vaincre, y compris éventuellement par la loi, ces formes d'intolérance, comme le suggérait au demeurant à certains égards John Locke, vous en souvenez. En tout cas, il me semble que Renan a très bien vu la force extraordinaire de notre capacité d'illusion et de duperie. Bon. Et ça, c'est un point, je crois, sur lequel aussi on va insister de plus en plus. Ce n'est pas seulement la ruse de la raison hegelienne, n'est-ce pas ? C'est aussi les mécanismes de la duperie qu'il analyse de très près. Et en cela, il est évidemment, je crois, très profond. Enfin, je dirais, il y a quand même, disais-je, une sorte, je ne dirais pas d'ambiguïté, mais il n'aimait pas non plus les conciliations. Nous l'avons vu hier. Ce n'est pas du tout quelqu'un qui veut réconcilier. Il considère que dans certains cas, la conciliation est en effet impossible ou malhonnête. Bien. En revanche, c'est vrai que, mais c'est sans doute lié précisément à notre tradition française, notre belle tradition classique de la raison, qui a à la fois des accents kantiens et cartésiens, je crois que c'est vrai
que cette espèce d'idéalisme permanent qui est inhérent à sa définition, à sa manière d'approcher la raison, fait qu'on peut comprendre pourquoi il a été, en un sens, récupéré assez rapidement par toute la tradition idéaliste française, déjà chez Fouillé, qui considère qu'au fond, finalement, il a été à l'origine d'une certaine forme d'idéalisme, chez Léon Brunswick aussi, mais qui considéra que justement Renan n'avait pas la forme accomplie. Alors le problème, c'est qu'évidemment, est-ce que si l'on est idéaliste, on peut être complètement rationaliste ? Il me semble qu'on peut l'être, et qu'à la limite même, tout rationaliste doit être idéaliste, du moins si c'est au sens où l'entendait Renan, au moins dans les 4 acceptions que j'ai indiquées, cela me va. En revanche, il est évidemment un point sur lequel c'est déjà plus dangereux, c'est quand cet idéalisme devient très proche d'une forme de mysticisme. Pourquoi ? Eh bien, pour des raisons que Julien Benda, et c'est peut-être par là que je terminerai, a parfaitement identifiées dans un très beau texte qu'il avait fait paraître dans la Tribune libre en janvier 1946, où il attaquait justement la dérive, quelquefois, que pouvait prendre le procès du rationalisme, mené à partir d'une certaine conception idéaliste mystique. Voici ce que dit Benda. On nous dit de commencer par cette union avec les choses que nous arriverons à émettre et parce que nous arriverons grâce à elles à émettre pour elles des vues vraiment valables. Là encore, distinguons. Veut-on dire que cet état mystique deviendra connaissance intellectuelle sans changer de nature, par extension de lui-même, par dilatation, par détente, comme le dit l'évolution créatrice, ou veut-on dire qu'il le deviendra en rompant avec son essence et faisant appel après cette union à une activité d'un tout autre ordre, ou veut-on dire donc cela, dit Benda, et il dit « Nous adoptons résolument la seconde thèse et souscrivons pleinement à cette pensée de Delacroix. L'intelligence est un fait premier. Les diverses tentatives pour déduire l'intelligence ont toutes échoué, dira le mystique, mais on voit l'inégalité du combat, commande Benda. Le rationaliste dit à son adversaire « Nous prenons le rationnel et nous vous laissons le mystérieux. » Le mystique répond « Je prends le mystérieux et aussi le rationnel. » Chose d'ailleurs naturelle chez qui refuse toute distinction entre l'être et le connaître. Le rationaliste doit comprendre le mystique, ce que ce dernier n'est pas tenu de lui rendre. Fin de citation. Vous connaissez ce mot de l'Évangile, « Seigneur, à qui irions-nous ? Nous n'avons pas d'autre espérance, c'est ce que je dirais de la raison. » Ce n'est pas moi qui le parle, c'est une citation, vous allez comprendre. « À qui irions-nous ? Nous n'avons rien d'autre. » Je constate d'ailleurs que nombre de philosophes contemporains, après avoir considéré la raison comme intrinsèquement répressive ou s'être laissés fasciner par les solutions violentes ou raciales, en sont arrivés à peu près à la même conclusion. Mais nous devons aussi nous méfier de l'étrange rôle qu'on voudrait aujourd'hui faire jouer aux philosophes. On attend de lui qu'il fasse la morale à une société qui est dans l'ensemble totalement immorale. Plus la réalité vraie est celle de la compétition économique, du marché et du profit, plus on semble avoir besoin de gens qui rappellent que les grandes idées et les idéaux restent essentiels, même s'ils sont contredits de façon patente et presque insupportable par cette réalité. C'est pourquoi il ne peut y avoir de rationalisme sans une bonne dose d'ironie. Neurath disait déjà que l'humour est une précondition de la morale. J'ai envie d'ajouter sur le même ton que l'ironie est une précondition du rationalisme. L'auteur de Céline, qui va prendre après moi la parole, saura le montrer mieux que moi. En tout cas, ce rationalisme ironique, il me semble que Renan l'appréciait parfaitement. Ce pourquoi il appréciait précisément la profession de torpilleur et de taupier. Mais évidemment, il a toujours en fait pratiqué le plus souvent cette ironie entre 2 virgules seulement dans un long développement, mais il l'a fait. En quoi il reste le fils de Voltaire, de Swift, le frère des Krauss, des Musil, des Lichtenberg, un authentique représentant des Lumières et de Laufleroux. Certes, Tréguier n'est qu'à quelques encablures de Combourg, et il y a toujours du René chez Ernest.
Lamartine lui-même n'était-il pas rangé parmi les rationalistes? Raison, raison, n'es-tu pas le Dieu que je cherche? Le vrai Dieu, c'est Athénée, la sagesse, la science immortelle et souveraine. En elle seule réside la puissance et la vertu. On est plus ou moins homme, plus ou moins fils de Dieu. On a de Dieu et de la vérité ce dont on est capable et ce qu'on mérite. Pour cela, ne serait-ce que pour cela, parce qu'il resta foncièrement fidèle à Athénée, certes, autant que le lui permit sa foi, il me semble qu'il pourrait avoir sa place dans notre acropole républicaine. Voilà. Donc je pense que, en tout cas, naturellement, mon athéisme celte ne me prédise pas, pour ma part, à en faire la prière, mais depuis ce Collège de France qu'il a tant aimé, même s'il le maltraita quelquefois, ce collège, eh bien, il me semble qu'il n'est pas scandaleux d'en faire, sinon la prière, au minimum le vœu. Je vous remercie.